c'est-à-dire de concentrer les questions à la fin ou par écrit. Je vous mettrai mon mail pour que vous puissiez toutes me les envoyer, sinon on aura vraiment du mal à terminer. Alors cette année est un peu particulière et effectivement c'est un petit peu difficile de rester concentré, mais si vous êtes là, c'est vraiment que vous avez envie de réussir cet examen, ce concours qui est important pour la suite de votre carrière, mais qui ne fera pas tout, ça c'est sûr. En tout cas, nous on va être là pour vous aider et vous apporter quelques petites bases en médecine interne. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Excusez-moi. Voilà, alors les premiers items du collège de notre spécialité rapportent sur la réaction inflammatoire, les protéines de l'inflammation. Quelques petites choses à noter là-dessus qui sont des définitions assez simples qui peuvent être la source de quelques questions. C'est qu'est-ce qu'un syndrome, qu'est-ce que c'est une réaction inflammatoire? Donc, le syndrome de réaction inflammatoire systémique nécessite deux critères sur les quatre suivants qui sont une température supérieure à 38 ou inférieure à 36, une fréquence cardiaque supérieure à 90 par minute, une fréquence respi supérieure à 20 par minute ou une PaCO2 inférieure à 32 qui est le reflet de la polyphénie, ou une anomalie des leucocytes, soit hyperleucocytose, soit baisse de la leucocytose inférieure à 4000 ou la présence de cellules immatures. Dans l'inflammation, il y a trois phases que vous avez déjà vues au cours de votre cursus, qui sont une phase de l'initiation de l'inflammation, qui met principalement en jeu les molécules de l'immunité innée, puis une amplification avec à la fois l'immunité innée et l'immunité adaptative, et enfin, une fois que la solution est trouvée par votre organisme, une résolution de cette inflammation. Tout ce mécanisme, pour être fonctionnel, met en jeu de nombreuses cellules et de nombreuses molécules, notamment des chymiokines et des cytokines pro-inflammatoires qui permettent de faire venir les cellules de l'immunité et de les faire communiquer les unes avec les autres. Des médiateurs lipidiques aussi comme les prostaglandines, et enfin des cellules de l'immunité innée, puis adaptative. L'une des choses les plus importantes à retenir, c'est que une réaction inflammatoire ne préjuge pas d'une étiologie, et notamment pas d'une étiologie forcément infectieuse, et qu'elle nécessite une démarche diagnostique, que ce soit par l'interrogatoire ou l'examen clinique, pour élaborer les hypothèses et adapter les explorations complémentaires. Qui dit réaction inflammatoire appelle aussi à des maladies auto-inflammatoires, qui sont des maladies par activation spontanée de l'inflammasome et à l'origine d'une production d'interleukines, d'interférons ou autres cytokines. Quelles sont les conséquences cliniques de la réaction inflammatoire? Tout d'abord, il y a une perte d'appétit, l'anorexie, la perte de poids, la cachexie, à la fois par diminution des apports, mais aussi par augmentation de la consommation, de la fièvre. Ça, c'est des choses que vous connaissez de façon très classique, mais aussi on peut retrouver une atteinte à un retentissement osseux avec de l'ostéoporose, la sarcopénie, des thromboses, ça on le sait très bien, et des états d'asthénie et de somnolence. Au plus long cours, on peut avoir une augmentation du risque cardiovasculaire associé à un syndrome inflammatoire chronique, avec de l'athérome précoce, et la complication principale de l'inflammation chronique, c'est l'amylose AA. Les conséquences protéiques de l'inflammation. Autre point, il va y avoir une augmentation de certaines protéines, le complément qui va être augmenté, la CRP, la PCT que vous connaissez très bien, la ferritine, le fibrinogène, l'aptoglobine, l'orosomucoïde et la protéine SAA vont être augmentés en cas d'inflammation, alors que d'autres vont être diminués, et on pense notamment à l'albumine, qui va être un bon marqueur de niveau inflammatoire et qui va diminuer au cours de ce dernier phénomène, la transférine et la transthyrétine. Enfin, pour terminer, quelles sont les conséquences biologiques de syndrome inflammatoire? On va avoir une anémie dans le syndrome inflammatoire chronique, une hyperleucocytose, une thrombocytose, une augmentation de la cortisolémie et de la sécrétion des catécholamines qui sont des hormones surrénaliennes. Alors, une autre chose qu'on peut vous demander sur ces différentes protéines de l'inflammation, parmi celles qui vont augmenter, certaines augmentent avec une demi-vie courte, inférieure à 1 jour, comme la CRP, la PCT et la SAA, raison pour laquelle on utilise assez souvent la CRP et la PCT comme marqueurs
de l'évaluation du traitement qu'on propose dans l'inflammation, car c'est un des premiers qui va baisser. CRP et PCT sont les premières protéines de l'inflammation qui diminuent, et en cela sont des marqueurs de l'efficacité, on va dire, immédiate des traitements adaptés à la situation inflammatoire que l'on rencontre. Il va y avoir d'autres protéines qui ont une demi-vie intermédiaire entre 1 et 5 jours, comme l'aptoglobine, l'orosomucoïde et le C3. Et enfin, il y a des protéines qui vont rester beaucoup plus longtemps à titre élevé ou diminuer dans le sang en rapport avec le sang inflammatoire, qui sont le fibrinogène pour les protéines qui montent, l'albumine et la transférine pour celles qui diminuent. Alors, je ne sais pas si vous entendez tous bien. On va faire une petite pause pour voir. Excusez-moi. Alors, ça a l'air d'aller. On va passer à l'item suivant. Alors qu'il y a un item qui, dans le collège, fait, on va dire, vraiment très peur, car il est excessivement détaillé. On va faire ici, à mon avis, ce qui est indispensable à comprendre, c'est les éléments clés pour évoquer un diagnostic de déficit immunitaire et évoquer aussi les principaux diagnostics déficit immunitaire. Donc, les déficits immunitaires primitifs sont très rares. On parle en termes de naissance, car ça touche principalement les enfants au diagnostic, donc 1 pour 5000 naissances. Il y a 200 types de maladies décrits avec des mutations qui augmentent chaque jour dans la connaissance de ces maladies. Et de façon parallèle à ça, il y a les déficits immunitaires qu'on appelle acquis, qui sont probablement beaucoup plus fréquents. Alors, l'infection par le VIH est moins fréquent dans notre activité clinique, mais qui existe encore, la dénutrition, les maladies chroniques, qu'on oublie assez souvent, le diabète, l'alcoolisme, le tabagisme, qui sont beaucoup plus fréquents et beaucoup plus difficiles à définir. C'est-à-dire que évaluer le déficit immunitaire associé à un diabète est beaucoup plus difficile que celui à un DICV ou un SCID. Quand suspecter le déficit immunitaire? Alors, premièrement, quand il y a des antécédents familiaux, ce qui est souvent le plus facile, c'est dans les enquêtes familiales d'un patient atteint, malade, on retrouve assez souvent les mêmes maladies avec une expression qui n'est pas toujours du même niveau et qui explique qu'on ne les a pas forcément posées d'emblée. Les infections, bien entendu, avec des germes opportunistes, ça semble évident. On prend l'exemple assez caricatural du VIH avec toutes les maladies opportunistes qui étaient initialement des portes d'entrée dans ces maladies, maintenant un peu moins avec le dépistage systématique. On retrouve parmi celles-ci les candidoses, les mycobactéries atypiques, certains virus, comme le papillomavirus diffus, notamment comme les virus diffus qu'on retrouve assez souvent, la pneumocystose pulmonaire, la toxoplasmose giardiase digestive ou cryptosporidose digestive, qui sont le signe d'un déficit immunitaire assez important. En dehors de ces germes opportunistes, on retrouve aussi des infections avec une évolution, une topographie atypique, notamment le caractère récidivant, le caractère multiple, est assez évocateur de déficit immunitaire. Il faut aussi savoir évoquer ce grand cadre de maladies devant des pathologies non infectieuses, auto-immunité, lymphoprolifération, tumeurs, granulomatose. Et enfin, devant certaines anomalies biologiques, comme des cytopénies, qu'on pourrait considérer comme auto-immunes notamment, et de l'hypogammaglobulinémie, qui est le reflet du défaut de fabrication d'immunoglobulines. Donc, les principaux déficits immunitaires à savoir, c'est le plus fréquent, le déficit en IgA et le DICV. Comment on pose un diagnostic de DICV sur la clinique? Donc ça, je ne vous ai pas remis le détail, mais vous le connaissez déjà dans ce que vous apprenez de cet item. C'est probablement une des choses que vous retenez le mieux. C'est le nombre d'infections par hiver, par an, le type d'infection qui oriente, mais même si vous n'avez pas strictement ces caractéristiques, le fait d'avoir un germe opportuniste, une atypie ou le côté récidivant doit évoquer, avec une diminution des JGG et des JGA. S'il n'y a pas de baisse d'IgG et d'IgA, le diagnostic est quand même probablement pas celui de DICV. Et enfin, dans les premiers
bilan, on va dire, qu'on fait dans les premières explorations qu'on fait de l'immunité, la faible réponse vaccinale et la baisse des lymphocytes B mémoire dits switchés au phénotypage lymphocytaire orientent vers ce diagnostic. Enfin, c'est que ça reste un diagnostic où il faut faire attention aux causes secondaires d'hypogamma qui peuvent être retrouvées, notamment médicamenteuses, qui vont contre le diagnostic de DICV. En effet, un patient traité par du rituximab ou long cours par une corticothérapie, il est bien plus difficile de démontrer son déficit immunitaire comme réel, même s'il existe, parfois. Je vous ai mis ici d'autres déficits immunitaires probablement moins fréquents, mais un peu plus, parmi les plus relevants de la grande liste que vous avez dans le collège. La gamma-globuliniémie complète de Bruton avec la mutation du gène BTK et zéro lymphocyte B. Et enfin, le syndrome hyper-IgM associé à un déficit entre CD40 et CD40 ligands, une anomalie de CD40 ligands qui rend impossible le passage d'un type d'immunoglobuline à l'autre et donc à l'origine du déficit immunitaire. Enfin, en pédiatrie, probablement que vous n'aurez pas de dossier là-dessus, mais il faut quand même l'avoir en tête, c'est ce qu'on appelle les syndromes d'immunosuppression ou déficit immunitaire combiné sévère, associés à des mutations très particulières qui sont à l'origine de l'absence complète de lymphocyte B et de lymphocyte T. Et ce sont des présentations qu'on connaît classiquement sous le terme de bébé bulle et qui nécessitent des prises en charge très spécialisées, dépassant probablement le niveau qu'on attend de vous aux IECN. Enfin, dans ce chapitre, d'autres petites choses peuvent être retrouvées. On a les déficits de phagocytose, et ça c'est ce qu'on appelle la granulomatose septique chronique, avec des lésions cutanées principalement. C'est le point d'appel sur lequel vous pourrez être questionné, mais à mon avis, ça reste encore les points trop compliqués de cet item. Le déficit du complément, que ce soit le C2, le C3, le C4, avec une sensibilité, pour cette voie classique, aux bactéries encapsulées. Comme vous le savez, le complément a un rôle dans la défense bactérienne, mais aussi dans l'auto-immunité. Les déficits de la voie alterne, donc les facteurs H et I, qui sont à l'origine de syndromes hémolytiques et urémiques avec atteinte rénale. Les déficits du complexe d'attaque. Comme vous le savez, le complexe d'attaque, c'est la dernière partie qui va permettre de créer un tube dans la paroi des cellules et permettre la destruction cellulaire. C5, C6, C7, C8 et C9. Et ça, c'est une sensibilité aux germes encapsulés, mais tout particulièrement à la famille des Neisseria. Et enfin, autre cas, déficit en C1 inhibiteur, à l'origine de l'angio-œdème bradykinique, qui est soit héréditaire, soit secondaire à une immunoglobuline monoclonale. Donc, on change d'item pour passer maintenant à l'item sur les pathologies auto-immunes. Il y a deux grands champs de la maladie auto-immune, et elles s'associent assez fréquemment. Donc, il y a des liens entre ces différentes catégories. Il y a les maladies auto-immunes spécifiques d'organes et les pathologies auto-immunes qu'on appelle systémiques ou non spécifiques d'organes. Parmi les maladies auto-immunes systémiques, il y a le grand cadre des connectivites, qui est probablement pas le meilleur terme, mais qui est celui encore utilisé aujourd'hui de façon assez fréquente et dans le collège, comme le lupus, le syndrome de Sjögren, la sclérodermie systémique, les myosites, principalement diagnostiqués à l'aide des anticorps antinucléaires. Et enfin, les vascularites, qui sont définies par la taille du calibre qu'elles atteignent, comme la maladie de Horton, l'artérite acéluante, le Takayasu, l'APAN, les vascularites associées aux ANCA, les vascularites à IgA, les vascularites cryo, et le B7 qui rentre plus ou moins dans ce cas-là, même si il y a une interface de différents types d'atteintes. De façon isolée, ces maladies sont assez rares, mais de façon générale, elles sont fréquentes et on sait qu'elles peuvent toucher 7% de la population au total, alors que de façon individuelle, elles sont pour certaines exceptionnelles. Il y a des facteurs favorisants, on le sait, comme un facteur génétique, même si ce ne sont pas des maladies héréditaires, et notamment la modification des gènes codants pour l'immunité, le HLA par exemple. Il y a des phénomènes environnementaux, et ça, on est en train de... c'est une des voies
développement important dans les travaux sur les maladies auto-immunes, que ce soit l'environnement professionnel, environnemental, et ou même l'environnement familial. Et enfin, et ça on le connaît bien, notamment dans le lupus, il y a des facteurs hormonaux qui peuvent jouer sur, d'une part, l'apparition, mais aussi sur l'évolution de ces maladies auto-immunes. Alors, un petit point un peu lourd, mais assez complet sur les maladies auto-immunes spécifiques d'organes. En fonction de l'organe, il y a différents types d'anticorps qu'on va retrouver. Vous en connaissez probablement une grande partie. La thyroïde, on a l'anti-TPO ou l'anti-TG dans la Hashimoto, et l'anticorps antirécepteur de la thyroïde, qu'on appelle aussi TRAC, dans le bas de dos. Dans les maladies surrénaliennes, alors c'est ce qu'on appelle la maladie de Addison, à l'origine d'un déficit surrénalien, ce sont des anticorps anti-21 hydroxylase et pas hydroxylase. Dans le diabète, on peut avoir les anti-GAD, anti-IA2, dans le diabète de type 1, bien entendu, anti-GAD, anti-IA2, anti-ZNT8, anti-insuline. Dans la peau, alors on va avoir les maladies bulleuses auto-immunes, alors pemphigus qui sont les anti-SIC, et pemphigoïdes qui sont les antimembranes basales, la dermatite herpétiforme qui sont les anticorps anti-transglutaminase ou anti-endomysium, comme dans certaines maladies digestives que vous connaissez bien. Dans les anémies hémolytiques auto-immunes, on va avoir le test de Coombs, qu'on va retrouver. Et pour les autres, on recherche moins les anticorps associés aux neutropénies auto-immunes et au PTI. Dans la polyarthrite, oui. Dans la polyarthrite rhumatoïde. Dans la polyarthrite rhumatoïde, on va avoir les anti-CCP et le facteur rhumatoïde. Alors même si, je suis d'accord avec vous, et vous allez avoir me poser cette question, la polyarthrite rhumatoïde peut être classée comme spécifique d'organes ou non spécifique d'organes, car dans certaines formes, il y a des atteintes extra-articulaires, comme des atteintes pulmonaires ou autres, mais volontairement, je vous la place ici. Dans la maladie de Gould-Pasteur, qui touche deux organes, principalement, on va avoir des anti-MBG, et qui vont être dans le rein et dans le poumon, à l'origine d'un syndrome pneumorénal que vous connaissez bien. Et là encore, cette classification est discutable, car elle pourrait très bien être aussi classée dans les vascularites, même si ce n'est pas exactement une vascularite. Enfin, le Guillain-Barré, antiganglioside, anti-MAG, et dans la myasthénie, on va retrouver les antimuscles notamment. Pour finir cette liste, les atteintes digestives dans le Biermer, qui est probablement une des maladies auto-immunes pour lesquelles vous devez connaître les conséquences avec cette anémie macrocytaire par carence en B12, vous allez avoir les anticellules pariétales, anti-FI. Voilà. Pour les autres, je vous les remets pour info. Vous voyez que la maladie cœliaque ressemble dans l'immunologie à la dermatite herpétiforme avec anti-TG et anti-endomysium. Une fois que le listing peu digeste est terminé, nous allons revenir sur ce qui est probablement un peu plus intéressant dans la conception de la maladie auto-immune, ce sont les maladies non spécifiques d'organes. Comment on les dépiste, les maladies auto-immunes non spécifiques d'organes? On va s'intéresser tout d'abord aux anticorps antinucléaires. Comment comment on évalue la présence d'anticorps antinucléaires? De deux façons. D'une part, une fluorescence. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est la fluorescence, c'est qu'on fait une immunofluorescence indirecte et on regarde comment s'illuminent les cellules test qu'on a avec les anticorps des patients. Donc on va avoir, pour les anticorps antinucléaires, différentes formes de fluorescence qui permettent d'orienter vers la cause. Ce qu'on appelle, et ça vous le verrez dans les résultats d'immunologie, vous aurez anticorps antinucléaires 1-1280 par exemple, homogènes. Qu'est-ce que ça veut dire homogène? Ça veut dire que c'est probablement des anti-histones et ou des anti-ADN. Moucheté, anti-SM, anti-RNP, anti-SLC70, anti-SSA et anti-SSB. Centromérique, c'est le centromère. Une fois que vous avez fait ça, vous faites des techniques un peu plus complexes d'immuno-enzymatique, test ELISA ou choses comme ça qui permettent de définir au mieux quel anticorps est présent. Et là, vous retrouvez la liste que vous connaissez déjà. Alors, est-ce que c'est un SM, RNP, SSA, SSB, SLC70 qui est la sclérodermie, centromère qui est aussi la sclérodermie, anti-ARN Pol 3 qui est aussi la sclérodermie, et puis tous les anticorps associés aux myocytes qui sont à la fin de cette liste. Facteur rhumatoïde. Qu'est-ce que le facteur rhumatoïde que vous pouvez retrouver dans un grand nombre de maladies, notamment la polyarthrite rhumatoïde? Le facteur rhumatoïde, c'est un anticorps qui a comme épitope
comme caractéristique de se fixer sur le fragment FC des immunoglobulines, et plus particulièrement des IgG. Donc c'est un anticorps que vous avez qui va se fixer contre vos propres immunoglobulines. Pour finir le côté biologique de l'auto-immunité, les ANCA, qu'est-ce que sont les ANCA? Ce sont une fluorescence au niveau du cytoplasme des polynucléaires neutrophiles. Et en fonction de l'aspect qui va être ou cytoplasmique ou périnucléaire, on va avoir des PR3 ou des anti-MPO. Les PR3 étant plutôt associés à la GPA, la granulomatose avec polyangite qu'on verra plus tard, et le MPO avec la micropolyangite, MPA et pas MPO, pardon, et le GPA qui est l'ancienne maladie de Charget-Strauss. Vous noterez que tous les noms, alors peut-être que vous êtes encore un peu jeune, mais tous les noms, une grande partie des noms de ces maladies ont changé du fait de la reprise historique des anciens noms, et qui retrouvent que ce n'était pas toujours des gens très très sympathiques. Donc maintenant, il faut essayer de rester concentré sur les appellations qui ressemblent à l'atteinte des maladies que aux noms qu'on connaît depuis 10, 15, 20, 30 ans. Alors, la base des traitements des maladies auto-immunes, c'est un système qui est très vaste et qui est assez difficile pour vous à voir de façon globale, mais il y a quand même des grandes règles. On sait que dans les maladies auto-immunes spécifiques d'organes, le plus souvent, il faut pallier à l'insuffisance de l'organe cible, notamment apporter des hormones thyroïdiennes, complétées par des hormones surrénaliennes ou des choses comme ça. Et là, vous verrez que, je suis d'accord avec vous, la classification faite par le collège de mettre la PR dans les maladies spécifiques d'organes n'est pas forcément la meilleure. Et dans les maladies auto-immunes systémiques, non spécifiques d'organes, il faut rechercher en premier temps des atteintes sévères, qui vont être le point principal pour moduler le traitement. Et plus l'atteinte est sévère, plus on va avoir un traitement agressif, sachant qu'il y a une large panoplie de médicaments dans ces maladies. Donc les molécules principales, pour le lupus uniquement, l'hydroxychloroquine, les corticostéroïdes, les immunosuppresseurs, les biothérapies pour l'ensemble des pathologies, et enfin l'échange plasmatique, IgIV, allogreffe, qui sont discutés au cas par cas et qui sont vraiment de l'ordre de la surspécialité. Enfin, un élément majeur qu'on oublie très souvent, c'est la prévention, la vaccination et l'éducation thérapeutique à la prise des médicaments. Les vascularistes systémiques, donc comme je vous l'ai dit, Chapel Hill, qui est une ville des États-Unis où a lieu les principaux congrès de vascularites, a établi une classification consensuelle en rapport avec la taille de l'artère. Les gros calibres, donc c'est l'aorte et ses branches, et c'est l'artérite assez géante chez les personnes âgées, le Takayasu, c'est les personnes jeunes. Moyen calibre, c'est principalement des artères viscérales et leurs branches de division, comme la périartérite noueuse qu'on voit quasiment plus, qui était une maladie qui crée des microanévrismes et des sténoses artérielles, notamment digestives, en rapport avec une infection par l'hépatite B. Et la maladie de Kawasaki, que vous verrez en pédiatrie et qui semble un petit peu à la mode en ce moment, avec les anévrismes coronaires principalement. Enfin, les petits calibres, qui sont les artérioles, les capillaires et les vénules. Et là, il y a principalement les AAV, qui veut dire vascularite associée aux ANCA. Donc, on va retrouver trois maladies différentes. La granulomatose avec polyangéite, associée à l'anticorps anti-PR3, qui va avoir une atteinte ORL, croûteuse, rhinite, c'est les mots-clés. GNRP, c'est-à-dire l'atteinte rénale rapidement progressive. HIA, qui va être l'hémorragie intra-alvéolaire. Mais l'atteinte de la GPA au niveau pulmonaire, elle est aussi et surtout une atteinte nodulaire. On retrouvera des nodules très volontiers excavés, plutôt fixes, au niveau pulmonaire. Et enfin, au niveau du système nerveux périphérique, de la multinévrite qu'on retrouve dans les dossiers de vascularite et surtout dans les dossiers de GPA. Le GPA, donc c'est la caractéristique du Sjogren-Strauss, c'est l'aggravation d'un asthme préexistant, d'un asthme très sévère, éosinophilique, très important, avec une atteinte ORL, là aussi, rhinite croûteuse, la multinévrite qui est très présente, des infiltrats pulmonaires qui sont, voilà, c'est pas le même mot, la ligne précédente c'était nodule, là c'est infiltrats, c'est des infiltrats flous qui sont mobiles, qui ne sont pas toujours au même endroit, qui sont exceptionnellement excavés,
Et ça, c'est ce qui caractérise l'atteinte du gastro, c'est au niveau pulmonaire, c'est un film pulmonaire. Et enfin, il y a beaucoup plus de myocardite associé à l'EGPA. Ce que l'on sait, c'est que en termes d'auto-anticorps, 50% de ce type de vascularite a des anti-MPO et 50% n'a pas d'ANCA. Et enfin, la micropolyangéite, qui est associée à l'anticorps anti-MPO, qui a l'atteinte rénale type GNRP, l'hémorragie intra-alvéolaire au niveau rénal et la multinévrite, et un petit peu moins d'autres signes, notamment ORL, même si cela reste possible. Les autres vascularites des petits vaisseaux sont associés à des dépôts de complexes humains, c'est-à-dire des dépôts d'une molécule qui va se complexer dans la paroi artérielle et être à l'origine de l'inflammation, comme la cryoglobulinémie, la vascularite urticarienne hypocomplémentémique, qui à mon avis pas celle que vous devez retenir en première intention, mais l'avoir quand même en tête. Et enfin, le goût de Pasteur, comme je vous l'ai dit, qui est associé aux anti-MBG. Alors, de toute façon, l'atteinte clinique que vous allez retrouver dans les vascularites, il y en a des non spécifiques et puis il y en a associées de façon très précise au type d'atteinte. Non spécifiques, altération d'état général, asthénie, anorexia, maigrissement, qui sont les reflets du syndrome inflammatoire. Vous avez en retour le premier item qu'on a déjà vu. Les manifestations des vascularites des vaisseaux de gros calibre. Alors pour le Horton, un item est dédié, donc on en reviendra. Pour le Takayasu, c'est des douleurs sur les trajets artériels, signe de l'inflammation, des claudications à l'effort, comme une artériopathie de l'enfermure. C'est les organes sous-lésionnels sont moins irrigués et tolèrent moins l'effort. Et enfin, des manifestations ischémiques, même au repos, qui peuvent être douloureuses. Pour les manifestations des vascularites de vaisseaux de moyen et petit calibre, elles se ressemblent un petit peu. On va avoir une atteinte cutanée, du purpura, des ulcères, nécroses, livédo, mais le purpura est celui que vous trouverez dans les questions. Au niveau ORL, vous allez avoir de la rhinite, de la sinusite, de la polypose pour les GPA et EGPA, et de la chondrite dans la manif légionnaire qui existe. L'atteinte pulmonaire, très fréquente, comme je dis, ce sera des nodules, des infiltrats, du sang, de l'hémorragie intra-alvéolaire et ou un asthme difficilement contrôlable. Les atteintes rénales seront vasculaires, vous aurez un syndrome vasculaire dans la périartère noueuse ou glomérulaire dans les autres. Vous allez avoir une atteinte digestive qui peut être excessivement sévère et nécessitant un traitement d'urgence dans les vascularites IgA ou dans les périartérites noueuses, et donc un tableau très inflammatoire associé à des fortes douleurs digestives, avec un purpura, doit vous faire vous évoquer un de ces deux diagnostics. Il n'y a pas 10 000 autres diagnostics qui peuvent donner ça, peut-être certaines formes d'endocardite, mais encore, c'est pas vraiment le tableau caricatural. Neurologique, vous pouvez avoir la multinévrite dans toutes les vascularites, des moyens et petits calibres, la pachyméningite, c'est-à-dire un épaississement des méninges en imagerie, et enfin des AVC ischémiques, des vascularites cérébrales ou hémorragiques en rapport avec l'atteinte artérielle cérébrale. L'atteinte oculaire peut être la simple conjonctivite dans le Kawasaki, sclérite et épisclérite dans la GPA. Et enfin, l'atteinte cardiovasculaire, donc l'anévrisme coronaire, qui est un peu à la mode en ce moment avec les cas de Kawasaki rapportés associés au Covid, et la myocardite dans le cadre de l'EGPA. Alors, les bases du traitement de la vascularite systémique, c'est des médicaments qui nécessitent un traitement intensif le plus souvent, avec une corticothérapie, des bolus, c'est-à-dire des fortes doses en perfusion sur 3 jours dans les formes sévères, des immunosuppresseurs et ou immunomodulateurs, avec échange plasmatique, mais qui est du ressort du spécialiste. Il faut juste savoir l'évoquer sans savoir les modalités. Les immunosuppresseurs, le cyclophosphamide, l'endoxan, qui a été très longtemps le traitement de référence de toutes les vascularites. Et actuellement, les biothérapies et l'anti-CD20 avec le rituximab qui prend une place prépondérante, notamment dans les vascularites associées aux ANCA. Pour les moyens vaisseaux et les gros vaisseaux, notamment les gros vaisseaux, et notamment le Takayasu, la revascularisation, c'est-à-dire ou par voie endoluminale ou par pose de prothèse, est une discussion thérapeutique importante qui peut améliorer grandement
la symptomatologie des patients au prix de chirurgie assez délabrante. Et encore une fois, les mesures associées sont indispensables: vaccination, prévention cardiovasculaire et prévention de certaines complications infectieuses comme la pneumocystose par le Bactrim et la prévention du VZV et des herpès par le Zétrex. Alors, maladie auto-immune probablement parmi les plus fréquentes, qui est le lupus systémique. Ici, un tout petit peu de mise en contexte épidémiologique. 45% 1000, ça reste rare, principalement touchant des femmes jeunes, avec des formes plus graves chez les patients afro-descendants, afro-caribéens ou africains. Il existe dans cette maladie de nettes prédispositions génétiques qui sont polygéniques et de façon exceptionnelle des maladies monogéniques, avec comme principale cible de ces modifications génétiques la cellule dendritique qui est le système des interférons, les fonctions lymphocytaires B et T, la transduction du signal, la transformation de complexes humains et l'immunité innée, le cycle cellulaire et notamment l'apoptose, et enfin la régulation de la transcription. En plus de ces prédispositions génétiques, il y a des facteurs environnementaux qui favorisent, comme je vous l'avais dit dans l'item général des maladies auto-immunes. L'exposition aux ultraviolets est probablement une des causes majeures de poussée de cette maladie. Certains virus, certains médicaments, les hormones, et ça on sait que l'imprégnation œstrogénique est au moins responsable de pousser dans la maladie du pic. Et enfin, l'exposition environnementale au sens large, et notamment d'éléments microcristallins comme la silice, qui est associée à l'apparition de maladies du pic. Donc il faut faire très attention chez ces patients, qui sont souvent des patientes jeunes, la discussion sur la procréation et la contraception. Donc, vous voyez bien que dans cette maladie, il y a souvent une atteinte rénale qui nécessite une contraception, va rendre indispensable l'usage notamment de microprogestatifs et de dispositifs intra-utérins. Et enfin, au vu des poussées au cours des grossesses, la procréation doit être encadrée par une planification, malheureusement, mais les grossesses sont possibles, ça il faut le dire aux patients. Elles doivent cependant être réalisées dans les meilleures conditions, c'est-à-dire avec des maladies le plus calmes possible, avec des traitements les moins toxiques. Je vous rappelle que le CellCept, qui est fréquemment utilisé dans le lupus, est à l'origine d'une tératogénicité très très importante, et par exemple une femme sous CellCept prend un risque en ayant une grossesse de malformation majeure chez le fœtus. Alors, qu'est-ce que le lupus? C'est une maladie qui est polysystémique de façon, par excellence. Les principales lésions que nous voyons et qui sont à l'origine non de la maladie, c'est les manifestations dermatologiques, avec des atteintes qui sont spécifiques et d'autres qui sont non spécifiques, les non spécifiques étant le livédo, l'urticaire, le purpural, la chute des cheveux que vous pouvez retrouver dans un grand nombre de maladies, et les atteintes spécifiques qui vont être le plus souvent en zone photo-exposée, avec ce qui pose le diagnostic au niveau histologique, c'est en immunofluorescence directe, des dépôts multiples. Pas un seul dépôt, des dépôts multiples, IgG, IgA, IgM, C1Q et C3. Et ça, la présence de tous ces dépôts oriente de façon très importante vers la maladie du pic. Dans 20 à 60% des cas, c'est ce qu'on appelle le lupus aigu, le vespertio, le masque, l'atteinte cutanéo-muqueuse, maculopapuleuse, qui ne va pas être très infiltrée, qui peut être un peu édématieuse et rouge. Le lupus subaigu, dans 10 à 20% des cas, toujours dans les zones photo-exposées, qui va être annulaire, polycyclique. Et enfin le lupus chronique, qui va être un lupus en plaques, bien limité, très squameux, épais, ou volontiers atrophique, une fois que la lésion sera passée, et notamment au niveau du visage, du cuir chevelu, qui peut être à l'origine d'une alopécie définitive ou de lésions défigurantes. Et dans les autres atteintes chroniques, on va retrouver le lupus en gelure, l'atteinte des doigts, le lupus timidus, qui sont des petites boules que vous allez voir, mais probablement que des dermatologues et François Chasset vous montreront
des photos dans leur session. Et enfin, la panniculite lupique, qui est l'inflammation du derme avec, dans un second temps, des lésions qui ne seront pas atrophiques, mais creuses, comme s'il il manquait quelque chose sous la peau. Voilà les principales lésions cutanées dans le lupus. Les manifestations rhumatologiques, qui sont très très fréquentes et qui sont le plus souvent des arthralgies, sans arthrite, des petites articulations, les mains, les pieds, les poignets, les coudes, qui sont non déformantes à la différence de la polyarthrite rhumatoïde, sauf dans un cas qui n'est pas une déformation osseuse, mais qui est de la subluxation, qui est la main de Jacou. Et enfin, elles sont non destructives à la radio. Parmi les atteintes sévères, nous retrouvons les manifestations rénales, qui sont quand même présentes chez 40% des patients et patientes selon les études, avec un réel impact pronostique. On sait que l'évolution vers la dialyse est fréquente si on ne traite pas ces patients, et ce qui explique que la bandelette urinaire est probablement un des éléments les plus importants dans le suivi d'un patient lupique. Une fois que la protéinurie est définie, il faut être de façon très large actif et indiquer de la biopsie rénale pour pouvoir définir au mieux l'atteinte rénale, car elles ne se traitent pas tous de la même façon. Alors, je vous ai mis que les 5 premières classes de la maladie lupique, c'est des classes, pas des stades, il n'y a pas de continuum, sauf entre le 3 et le 4. Et enfin, la 6 qui est parfois évoquée, mais qui est surtout une évolution fibreuse, que je ne vous ai pas mis là à défaut de clarté. Elle a récemment changé, mais de façon très modérée, et ce changement est de l'ordre du spécialiste, donc ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas tous les détails de la biopsie rénale que vous pouvez avoir dans les comptes rendus, et retenir ce cadre principal qui suffit à comprendre la maladie rénale lupique. La classe 1, atteinte mésangiale minime, souvent peu symptomatique, pour laquelle on n'a pas de traitement. La classe 2, atteinte mésangiale proliférative, c'est une infiltration du mésangiome, un épaississement des tiges mésangales. La classe 3, qui va être une des premières pour lesquelles un traitement systémique va être indispensable, qui va être la glomérulonéphrite proliférative locale, donc moins de 50% focale, pardon, pas locale, des glomérules atteints, avec une infiltration cellulaire dans moins de 50% du glomérule. La classe 4, qui elle va être la forme la plus grave de cette atteinte-là, qui peut aller jusqu'à une atteinte extracapillaire avec glomérulonéphrite proliférative supérieure à 50%. Et enfin, la classe 5, qui va être la GEM, à l'origine d'une protéinurie significative par atteinte de la membrane du glomérule. Donc, pour comprendre ces atteintes-là, il faut comprendre la morphologie d'un glomérule et savoir comment il va être organisé avec un mésangiome qui est le support, des capillaires et une membrane. Chaque atteinte est en rapport avec un lieu différent d'infiltration. Et bien entendu, les classes 3, 4 et 5 nécessiteront un traitement plus intensif que les classes 1 et 2. Cependant, il n'y a pas que ces atteintes-là. C'est-à-dire que le plus fréquemment, vous verrez ces atteintes articulaires et rénales dans les dossiers de lupus, mais il faut aussi savoir évoquer l'atteinte neurologique, 30 à 60% des cas, qui va avoir différentes formes, mais vraiment des formes complètement différentes. Vous pouvez avoir là-dedans, dans l'exploration de ces atteintes-là, une IRM, une PL normale. Ça ne limite pas le diagnostic de neurolupus, qui est souvent très difficile à poser. Les atteintes du système nerveux central, elles peuvent être soit un équivalent d'AVC ischémique, si un syndrome des anticorps antiphospholipides est associé à la maladie lupique, soit de la vascularité cérébrale, de la neuropathie des nerfs crâniens, de la myélite. Il y a quelques années de cela, il y avait eu un dossier de myélite transverse aux ECN. Quelques années de cela, il y a même presque 15 ans de myélite transverse aux ECN. Les mouvements anormaux et la chorée peuvent aussi s'y retrouver, mais ça, c'est vraiment dans le cadre du syndrome des anticorps antiphospholipides. Il peut aussi y avoir des manifestations qu'on appelle un petit peu diffuses, des troubles de la mémoire, des troubles cognitifs, des encéphalopathies, des désordres psychiatriques. C'est les poussées psychiatriques du neurolupus, elles sont assez impressionnantes et probablement qu'elles rendent encore plus difficile le diagnostic, car on a vraiment l'impression d'être face à un patient psychiatrique sans cause organique. Sauf qu'il y a quand même toujours des atypies et ça les collectives
psychiatres reconnaissent volontiers des points d'organicité et demandent, le cas échéant, des explorations, notamment pour essayer d'éliminer ces maladies auto-immunes, qui répondent au traitement. C'est assez impressionnant, hein, les patients avec des atteintes psychiatriques très sévères qui répondent au traitement. Et enfin, il ne faut pas oublier la comiscialité, les troubles épileptiques qui se retrouvent même sans lésion intracérébrale. De façon beaucoup plus rare, on peut avoir une atteinte du système nerveux périphérique, et notamment un syndrome myasthéniforme dans certaines polyradiculonévrites, dans certaines interfaces à la myasthénie et au Guillain-Barré associé au lupus, mais ça, ne le retenez pas. Des manifestations cardiaques et vasculaires sont très importantes. La péricardite, hein, c'est 30% des patients lupiques qui ont au moins une péricardite dans leur vie. Et les valvulopathies, vous devez connaître, un endocardite de Liebman-Sachs, mais qui est vraiment associé au syndrome des anticorps antiphospholipides. Le phénomène de Raynaud, hein, le Raynaud est une porte d'entrée très fréquente dans les maladies auto-immunes, et notamment dans le lupus. L'athérosclérose accélérée, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'une des causes principales de mortalité dans le lupus, c'est la maladie cardiovasculaire majorée. Les patients lupiques meurent assez rarement, mais ces points-là sont à prendre de façon très sérieuse et à suivre au long cours chez des patients qui vont être suivis pendant 20 à 30 ans. Hein. C'est des maladies qui évoluent sur de très longues périodes. L'hypertension artérielle, les thromboses, l'atteinte cutanée, tout ça, vous les retrouvez volontiers dans les maladies lupiques, mais elles sont plus marginales et à mon avis pas à retenir de façon principale comme mot-clé de cette maladie. Les atteintes respiratoires, pleurésie en premier lieu, hein, les sérites du lupus, vous le savez, péricardite, pleurésie, c'est très fréquent, 25%. Et de façon plus rare, une atteinte parenchymatose interstitielle, associée pour le coup ou à la connectivité mixte ou à l'anti-RNP ou au syndrome de Sjögren pour lequel on peut avoir une maladie interstitielle diffuse. Et enfin, de façon indépendante de la présence d'autres maladies, l'HTAP se retrouve aussi dans le lupus et complique grandement la prise en charge des patients qui ont ces formes-là. Les anomalies biologiques pour poser le diagnostic de lupus, là aussi il y a des anomalies non spécifiques, l'anémie qui peut être auto-immune, une anémie hémolytique auto-immune, la leucopénie, la thrombopénie, la CRP qui est habituellement basse, hein, c'est pas un syndrome inflammatoire majeur, ne n'oriente pas vers le lupus, sauf en cas de sérite. Et j'aurais probablement dû le mettre en rouge, la consommation du complément. La baisse du complément est un signe d'activité lupique, même s'il ne pose pas de diagnostic. Une maladie lupique en grande poussée avec un complément normal reste quand même, enfin, on met toujours nous dans un petit doute, même si ça existe, c'est quand même pas la situation la plus fréquente. Et des anomalies spécifiques, la présence d'anticorps antinucléaires supérieurs au 1 sur 160e en dépistage, et qui sont ou des anti-DNA natifs, hein, c'est l'anticorps le plus associé avec le lupus, et j'en ai envie de dire c'est un lupus sans anticorps anti-ADN natif n'est probablement pas un lupus mais un diagnostic alternatif. Hein, et donc pour vous, il faut retenir que le lupus est associé à la présence de l'anticorps anti-DNA natif. Et on retrouve aussi les anti-SM, SSA, SSB du Goudreau, qui peuvent être retrouvés dans le lupus systémique, l'anti-RNP, l'anti-histone. De façon plus récente, les services comme le nôtre prenant en charge des patients atteints de lupique mettent en avant l'élévation de l'interféron comme signe de diagnostic, enfin comme signe d'activité de la maladie lupique. En termes de prise en charge, qu'est-ce qu'on fait actuellement dans le lupus? Il faut savoir que c'est une prise en charge au long cours, de maladie qui dure très longtemps, avec des éléments majeurs qui sont dans ce premier carré, qui sont l'éducation, l'information, le risque d'arrêter, le risque d'arrêt des traitements. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de prendre un traitement pendant 20, 30 ans, enfin vous non, parce que vous n'avez pas cet âge-là, et moi non plus du reste, mais même pendant 6 mois, c'est très très difficile. Les règles de photoprotection, comme je vous ai dit, l'exposition aux UV est une des causes majeures de poussée de maladie lupique. L'arrêt du tabac, qui est indispensable, la vaccination et la contraception, notamment au moment des poussées de maladie lupique, afin d'éviter de se mettre dans des mauvaises situations avec des grossesses en pleine poussée qui, on le sait, aggravent le pronostic. Le médicament central de la prise en charge au long cours du lupus, c'est le plaquenil, l'hydroxychloroquine.
qui nécessite une surveillance ophtalmologique à l'initiation du traitement et après de façon répétée dans le suivi. Il n'y a pas de consensus sur le suivi de l'examen ophtalmo dans la prise en charge de Plaquenil. Donc ne soyez pas inquiets si vous ne savez pas s'il faut le faire tous les ans, tous les 5 ans. Cette question ne vous sera pas posée, à mon sens, car tout le monde n'est pas d'accord entre vous, mais il faut savoir qu'un suivi est indispensable. Et ce suivi, il nécessite un fond d'œil, un champ visuel central, mais aussi un ERG multifocal. Ensuite, la prise en charge des poussées dépend de l'intensité de ces dernières. On sait que dans les formes cutanées ou articulaires, le Plaquenil est le plus souvent suffisant, avec parfois des AINS, mais le plus souvent, on arrive à se passer d'autres traitements, parfois petite dose de corticostéroïdes pour passer le cap. Dans les atteintes viscérales non sévères, la corticothérapie seule est prescrite. Et dès qu'il y a une atteinte sévère, et notamment rénale, classe 3, 4, 5 principalement, et 5 aussi, bolus de corticostéroïdes et adjonction d'un immunosuppresseur ou d'une biothérapie. Alors après, les modalités de prescription, quand mettre quoi, reste du ressort du spécialiste, mais il faut retenir que les formes sévères nécessitent plus que le Plaquenil. Sachant qu'ils auront tous le Plaquenil au long cours, par ailleurs. Le syndrome des anticorps antiphospholipides. Comment le diagnostic est posé? Alors, il y a des critères diagnostiques plutôt clairs pour cette maladie, même si dans la vraie vie, on est plus souvent dans des situations pas claires. Pour vous, on va rester le plus clair possible. Il va y avoir pour le diagnostic des événements cliniques thrombotiques, donc TVP, EP ou thrombose artérielle, et des événements obstétricaux, une mort fétale intra-utérine après 10 semaines ou prématurée avant 34 semaines en rapport avec prééclampsie sévère ou insuffisance placentaire, ou 3 fausses couches consécutives et inexpliquées avant 10 semaines d'aménorrhée. Associé, et ça c'est indispensable, il faut qu'il y ait les deux, à la présence d'anticorps, anticardiolipine, anti-bêta-2-GP1 et ACC qui est l'anticoagulant circulant, désolé pour les acronymes qui ne sont pas toujours très simples, à un taux significatif à 2 reprises et avec 12 semaines d'intervalle. Très important que les anomalies soient fixes parce qu'on peut avoir de façon spontanée un anticorps qui ne persiste pas et pour pouvoir poser un diagnostic de certitude, il faut qu'il persiste 3 mois sur 12 semaines. Ça, c'était pour le cas de diagnostic. Dans le syndrome des anticorps antiphospholipides, on peut retrouver différentes atteintes neurologiques comme la chorée, comme on l'a déjà vu, l'endocardite de Lyman-Sachs, comme nous l'avons déjà vu aussi, l'atteinte cutanée, le livedo racemosa, les ulcères artériels, les hémorragies sous-inguéales en flamèche, il faut toujours regarder les mains de vos patients, et les thromboses et les nécroses cutanées qu'on peut retrouver, comme vous le doutez, en cas de microthrombose qu'on peut retrouver dans la SAPL. Les atteintes rénales, qui sont plutôt vasculaires par thrombose des artères glomérulaires, secondaire à l'HTA ou sténose des artères rénales, qui peuvent aussi être en rapport avec de la microangiopathie thrombotique dans les situations graves du SAPL. Les atteintes pulmonaires, qui peuvent être d'une part liées à l'hémorragie intralvéolaire ou à l'hypertension pulmonaire secondaire à la récidive d'EP, qui peut être à l'origine de vrais HTAP. Et enfin, bien entendu, les EP, ça vous vous en doutez. Au niveau digestif, on peut craindre les thromboses digestives, bêtiarie, ischémie ou encore mésentérique. Quelque chose de très classique que vous pouvez retrouver, c'est l'atteinte surrénalienne avec une nécrose hémorragique bilatérale des surrénales. Et ça, comment on le voit, c'est un petit indice, si un jour ça tombe dans un dossier, ce qui est quand même assez peu probable, mais bon, retenez quand même ce petit truc. Si vous avez un patient avec un SAPL défini qui est hypotendu, il faut chercher l'atteinte surrénalienne. Et enfin, les atteintes oculaires en rapport avec la thrombose des artères ophtalmiques ou la noïa. Un point dire catastrophique dans le syndrome des anticorps antiphospholipides, c'est le syndrome catastrophique des anticorps antiphospholipides qui est à l'origine d'une défaillance
multiviscérale conduisant à une mortalité majeure, 35%, même si ces pourcentages ont tendance à décroître avec l'amélioration de la prise en charge, mais quand même, on n'est encore pas très loin. On va avoir un orage thrombotique diffus, avec de la microangiopathie thrombotique diffuse, des défaillances multiviscérales. Il faut qu'il y en ait plus de 2 pour pouvoir poser le diagnostic, s'installant sur un temps bref, avec moins de 7 jours, qui peut être ou inaugural dans 50% des cas, ou au décours de l'arrêt des anticoagulants et de la stimulation de l'endothélium. Et comment on stimule l'endothélium? C'est par des gestes invasifs, agressifs, que ce soit une sonde de Fogarty ou une coronarographie ou des choses comme ça. Ça montre bien que chez ces patients, il faut être très vigilant avec le monitoring des anticoagulants et les arrêter le moins possible. Et voilà, c'est ce qu'on dit sur cette diapositive, c'est que c'est une anticoagulation à vie, et qui doit être arrêtée le plus brièvement possible, même en cas de chirurgie. Pendant la grossesse, pour permettre à ces patientes d'arriver à terme, ce qui est tout à fait possible, hein. Il ne faut pas leur dire qu'il ne faut pas avoir d'enfants, c'est tout à fait possible. Il faut associer héparine cardégique. Et ça, c'est discuté au cas par cas. L'artérite à cellules géantes, maladie de Horton, qui est une maladie qui fait aussi partie comme le lupus des vascularites, des maladies auto-immunes des plus fréquentes. Elle touche toujours des patients de plus de 50 ans. Il n'y a pas d'anticorps connus. Un rôle des molécules de l'inflammation, et notamment des cytokines comme l'interleukine 6 et 17. Le diagnostic, il est, de certitude, il est histologique par la biopsie de l'artère temporale, hein, mais dans les formes graves, ce qu'il faut retenir, c'est que la BAT ne doit pas retarder la prise en charge. Hein. Si vous avez une forte suspicion de Horton avec une atteinte ophtalmologique, il ne faut pas attendre 15 jours pour avoir le résultat de la BAT. Qu'est-ce qu'on va trouver dans cette BAT? Quelques mots-clés. Il va y avoir un œdème intimal, un infiltrat inflammatoire à prédominance de cellules mononucléées pouvant siéger sur les 3 tuniques, hein, c'est une panartérite, une fragmentation de la limitante élastique interne et une atteinte qui est segmentaire et focale. Et c'est pour ça qu'il faut souvent prendre des morceaux de taille conséquente pour ne pas passer à côté et demander la consommation, l'épuisement du bloc aux anapathes pour être sûr d'avoir tout. Alors, qu'est-ce qu'on a comme symptômes dans la maladie de Horton? Il y a les signes généraux, une asthénie, une perte de poids, une tuméfaction ou une induration, voire une abolition de l'artère temporale et de la palpation de son pouls. Des céphalées, qui sont temporales, inflammatoires, avec une hyperesthésie du cuir chevelu, une claudication intermittente des mâchoires, et dans les cas extrêmes, une nécrose de la langue et ou du scalp. On peut avoir des douleurs en rapport avec la pseudopolyarthrite rhizomélique, qui sont des douleurs des ceintures inflammatoires des épaules et des hanches. Et on peut avoir des signes ophtalmologiques qui posent l'urgence de la maladie. La première atteinte, c'est la noïa, avec l'amorose monoculaire. On peut aussi avoir des troubles de l'oculomotricité, et de façon plus rare, OACR et NORP. Dans les autres atteintes, je dis que c'est des atteintes des gros vaisseaux, on peut avoir de l'aortite et une ischémie des membres. Un patient âgé qui est non tabagique, qui voit apparaître l'ischémie, un tableau correspondant à une artériopathie inférieure, il faut, d'autant plus que qu'il y a une inflammatoire biologique, il faut savoir évoquer une atteinte possible dans le cadre de l'artérite à cellules géantes. Sur le plan biologique, pas de marqueur spécifique, mais l'élévation de la CRP est indispensable. Une maladie de Horton non inflammatoire est a priori un diagnostic différentiel de la maladie de Horton, avec l'hyperleucocytose apolynucléaire neutrophile et la cytolyse hépatique. Alors, on fera une toute petite pause après le Horton, parce que je vois qu'il y a pas mal de conversations, donc je serai un petit coup d'œil quand même. Sur le plan radiologique, là aussi, il n'y a pas d'éléments très spécifiques, mais on sait que dans les techniques d'imagerie métabolique comme le TEP, comme l'échographie Doppler des troncs supraortiques et des artères céphaliques, on peut avoir des signes. On peut avoir un TEP hypermétabolique, on peut avoir un signe du halo en échographie de l'artère temporale, qui sont assez évocateurs, mais qui ne permettent pas de poser le diagnostic de façon isolée, en absence de symptômes étant inflammatoires biologiques notamment. Et le traitement, c'est un traitement qui peut être très prolongé et qui est un traitement à base de corticostéroïdes le plus souvent, à petite dose, 0,5 à 0,7 mg kilo,
enfin, dose intermédiaire plus exactement, d'autant plus qu'on est chez des personnes âgées, hein, ça je vous le rappelle, et en cas de forme résistante qui peuvent arriver, on peut proposer d'autres médicaments qui sont non consensuels, qui soient méthotrexate ou des biothérapies comme le tocilizumab notamment, mais qui sont à discuter au cas par cas. Et là encore, un maladie de Horton cortico-résistante, c'est assez exceptionnel. Donc il faut vraiment retenir que la corticothérapie est le traitement central de cette maladie. Et qui dit corticostéroïdes chez les personnes âgées, dit prévention cardiovasculaire, vaccination, hein, vous verrez, c'est un leitmotiv à tous les items des maladies auto-immunes, et prévention préventive. Traitement préventif de l'anguiludose et prévention de l'ostéoporose. Alors on fait la PPR dans la foulée, puis après je lirai là, les petits commentaires qui sont posés. Donc la PPR, ça touche le même terrain que la maladie de Horton, un sujet âgé avec un rhumatisme inflammatoire des ceintures, chez les personnes de plus de 50 ans avec des signes généraux, plus ou moins des signes de Horton. Il faut savoir qu'il y a des diagnostics différentiels à ces maladies articulaires qui sont la polyarthrite rhumatoïde à début rhizomélique, mais ça, très souvent, il y a une autre atteinte qui apparaît assez rapidement, donc on fait rapidement la part des choses. La spondylarthrite ankylosante du vieux, du sujet âgé, mais c'est quand même assez exceptionnel. Et de façon beaucoup plus fréquente, les atteintes microcristallines, et notamment la chondrocalcinose des épaules. Mais là, encore une fois, ça touche assez rarement les deux épaules, les deux hanches. Il y a quelques atypies par rapport à la PPR classique. Les signes qui vont contre une PPR, c'est des signes généraux qui sont très intenses, l'absence d'inflammation, hein, encore une fois, l'atteinte périphérique, comme je viens de vous le dire, qui oriente plutôt vers une polyarthrite rhumatoïde, l'absence d'atteinte des épaules et l'absence de réponse à la corticothérapie. Vraiment, vous avez un patient qui a une PPR, vous lui mettez le premier comprimé de cortencil, il est plus du tout douloureux. Hein. Et ça, il n'y a pas de 10 000 maladies qui ont une telle réponse, hein. Même si la réponse diagnostique n'est pas un moyen utilisé comme technique pour poser le diagnostic. C'est juste une orientation supplémentaire. Et là, encore une fois, on peut avoir de l'imagerie qui n'est pas spécifique, la bursite sous-acromiale, la ténosynovite du long biceps, la synovite gléno-humérale, la bursite troncantérienne, la synovite de hanche bilatérale. Celles-là, vous pouvez les retrouver, hein, mais elles ne sont pas très spécifiques. Et là, le traitement, c'est aussi la corticothérapie à beaucoup plus faible dose, 0,2, 0,25 mg/kg, associée aux mêmes mesures associées que la maladie de Horton. Alors, je vais juste jeter un petit coup d'œil sur les différentes questions. Excusez-moi. Je suis navré, mais il y a un petit bug de l'informatique qui ne veut pas. Je vais rester à la fin parce qu'il y a un petit bug de l'informatique, donc pour pas. Alors, il y a pour répondre, bon, c'est des questions pertinentes, je les regarderai à la fin et je vous redirai tout ça. On reverra ça à la fin ou je vous répondrai par mail à toutes les questions. On reprend. Pour la maladie de Takayasu, qui ressemble pas mal à la maladie de Horton en termes histologiques, mais touche principalement des femmes de moins de 50 ans, et c'est ce qu'on a appelé à un moment donné le syndrome des femmes sans pouls, hein, qui est assez caractéristique. Le syndrome inflammatoire, il existe, mais il est souvent un peu moins important que dans la maladie de Horton, et il touche principalement l'aorte et ses branches, hein, principales, plus que l'artère carotide externe qu'on a dans la maladie de Horton. Il va y avoir des dilatations et des sténoses vasculaires qui expliquent les symptômes, claudication, anisotension, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir des asymétries tensionnelles entre, pour les organes pairs, hein, bien entendu, les autres, on ne peut pas avoir d'asymétrie, mais entre un bras et un autre, une jambe et une autre, hein, ça c'est des choses importantes. Des souffles vasculaires, hein, il faut que vous appreniez à ausculter des souffles vasculaires et pas uniquement des souffles cardiaques, et des douleurs sur les trajets vasculaires. Ça, les douleurs de trajet vasculaire peuvent être le plus souvent en rapport avec une ischémie de l'organe qui va être mal irrigué
par l'artère lésée et ou par la douleur de l'inflammation directe de l'artère. Dans les formes graves, on va avoir l'atteinte coronaire et l'HTA rénovasculaire qui peut être à l'origine d'une insuffisance rénale. Dans les autres symptômes de la maladie de Takayasu, il peut y avoir des atteintes cutanées très particulières, comme l'érythème noueux ou le pyoderma gangrenosum, et des atteintes ophtalmologiques comme l'épisclérite et du véhite antérieur. L'histologie est assez proche de l'artérite à cellule géante, avec une panartérite segmentaire et focale, et les traitements sont aussi à base de corticostéroïdes, d'immunosuppresseurs et de gestes vasculaires, comme nous l'avons vu. Et dans les immunosuppresseurs, la part des biothérapies est croissante dans le Takayasu, et notamment du tocilizumab. Enfin, encore une fois, la prévention des facteurs de risque cardiovasculaire, la vaccination, l'éducation thérapeutique sont majeures dans ces maladies chroniques. Passons au cadre des vascularistes. Et alors, c'est un item qui est dans le collège, mais qui serait plutôt du ressort du pneumologue, même si beaucoup d'internistes sont passionnés de poumons. Ce que je vous propose ici, plus qu'un schéma détaillé de toutes les atteintes, c'est comment réfléchir devant une pneumopathie interstitielle diffuse. Qu'est-ce que c'est une pneumopathie interstitielle diffuse? C'est des lésions qui sont qui sont diagnostiquées radiologiques sur un point d'appel respiratoire, avec comme examen principal le scanner thoracique. C'est-à-dire que la radio de thorax n'est pas suffisante pour poser de façon certaine et de façon la plus sereine les diagnostics et les hypothèses diagnostiques qu'on peut avoir devant une dyspnée subaiguë en rapport avec une pneumopathie interstitielle diffuse. Diffuse pourquoi? Parce que classiquement elle atteint différents lobes avec différents lobes même des deux poumons, avec une atteinte bilatérale des deux poumons. Alors, comment réfléchir devant une présentation radiologique où on vous conclut pneumopathie interstitielle diffuse? Sachez que déjà, cette conclusion radiologique est très insuffisante, et quand elle est présente, vous êtes à peu près sûr que vous avez un radiologue qui n'est pas forcément expert de la situation, et un radiologue spécialisé devra être demandé. Eh bien, la première étape, c'est s'assurer qu'il n'y ait pas une maladie cardiaque. L'OAP est quand même la première situation d'infiltration diffuse du parenchyme, et il faut donc évaluer la fonction cardiaque avec, de façon assez simple, un BNP, une échographie cardiaque, qui permettent d'éliminer la cause cardiaque. Et même si c'est de plus en plus rare, l'infection par le VIH et les maladies opportunistes sont une des causes fréquentes et classiques d'infiltration diffuse du parenchyme pulmonaire, et notamment par le biais de la pneumocystose. Une fois qu'on a ça, il va y avoir deux catégories. Il va y avoir des pneumopathies interstitielles diffuses de causes connues, des pneumoconioses, l'amiante et ces choses-là, des pneumopathies médicamenteuses, le méthotrexate, certains drogues de chimiothérapie qui peuvent donner cela. La pneumopathie d'hypersensibilité, qui est caractérisée par l'absence de caractéristiques scanographiques, c'est-à-dire la coexistence d'un grand nombre de lésions élémentaires radiologiques. Si un scanner, vous ne comprenez rien, où il y a tout en même temps, il faut savoir évoquer dessus la pneumopathie d'hypersensibilité et doser des anticorps et faire une enquête. Le plus souvent, c'est des moisissures chez des gens qui habitent dans des situations, en tout cas en région parisienne, très précaires. Mais c'est aussi les maladies du fermier, les maladies de l'éleveur de poules, du passionné d'oiseaux. Donc ça, faut pas avoir la main, faut pas hésiter à l'interrogatoire à poser des questions un peu curieuses, comme est-ce qu'il y a eu des désastres d'eau à domicile, est-ce qu'il y a de la moisissure, et s'ils ont une activité avec des animaux, notamment les oiseaux. Et enfin, les proliférations tumorales, la lymphangite carcinomateuse qui va donner une atteinte interstitielle diffuse. Si on ne retrouve pas de cause, est-ce que c'est grave? Pas forcément. On rentre dans quelque chose qui intéresse un peu plus les internistes. Et on va voir la sarcoïdose qui va être le premier diagnostic, on en verra un petit peu plus tard. Certaines connectivites et vascularites qui vont donner une atteinte pulmonaire, ça on l'a déjà vu dans les items précédents. Le grand groupe des histiocytoses, alors maladie exceptionnelle qu'on connaît, que les externes qui passent à la pitié connaissent par cœur, mais que, à mon sens, vous n'allez pas retenir de façon plus détaillée que leur nom. Des autres maladies, pneumopathie chronique à eosinophile, lymphangiomatose, qui sont des maladies génétiques kystiques, l'hypoprotéinose alvéolaire, amylose, qui sont des maladies exceptionnelles.
Et enfin, des atteintes idiopathiques vraiment sans qu'on connaisse de cause. Et ça, il faut retenir l'AFPI principalement, qui est la maladie interstitielle diffuse du sujet âgé, avec un très mauvais pronostic. Les autres, je vous les laisse enfin, pour vous ayez déjà vu et déjà connu ces différents... D'accord. Une fois que je vous ai montré ça, comment on réfléchit devant les pneumopathies interstitielles diffuses, l'interrogatoire est majeur. Hein. Les étapes cliniques les plus importantes, c'est l'interrogatoire, l'exposition professionnelle, le tabagisme, la prise de médicaments. Et si vous ne posez pas ces questions, vous ne pouvez pas répondre aux questions sur ces items-là. Le mode de présentation, est-ce qu'il est aigu, subaigu, chronique, oriente aussi vers le diagnostic. Et enfin, l'imagerie, que ce soit la radio ou le scanner thoracique, les micronodules, les réticulations, le verre dépoli, la condensation alvéolaire, le rayon de miel, les bronchectasies, les adénopathies hilaires sont les items qui doivent être présents dans la description radiologique pour que vous puissiez conclure et analyser un scanner thoracique d'une pneumopathie interstitielle diffuse. Les EFR, et notamment la CPT et la CVF pour évaluer le syndrome restrictif, et la DLCO pour évaluer le niveau d'infiltration de la barrière alvéolo-capillaire. Voilà. Le LVA, hein, qui oriente, il n'est pas toujours faisable, mais il oriente. Macrophagique, c'est la fibrose pulmonaire idiopathique le plus souvent. Lymphocytaire, c'est la sarcoïdose, la pneumopathie d'hypersensibilité. Neutrophilique, encore une fois, on peut retrouver l'AFPI. Et eosinophilique, toutes les maladies eosinophiliques et les médicaments. Et enfin, quand il y a du sang, c'est hémorragique, l'hémorragie intra-alvéolaire. La PHS, exposition, indispensable, les mots-clés. Hein. L'imagerie, il va y avoir coexistence, comme je vous l'ai dit, de verre dépoli, de mosaïques, de nodules clairs. Ça montre l'atteinte des toutes petites alvéoles. Et il faut chercher les précipitines en immunologie. L'histiocytose langerhansienne, en 2 mots, âge inférieur à 40 ans, masculin, tabagisme. Il n'y a pas d'histiocytose s'il n'y a pas de tabac. Ça, c'est surtout pour vous. Il faut retenir ça. Histiocytose langerhansienne, tabagisme. Et on peut avoir des lésions extrapulmonaires qui sont possibles. Et une des atteintes qu'on reconnaît le plus dans l'histiocytose langerhansienne, c'est qu'il y a une atteinte pulmonaire kystique. Le LBA va être macrophagique avec une hypercellularité associée au marqueur CD1A+, sur les macrophages et les lymphocytes. La FPI, dont je vous ai parlé brièvement dans le schéma de présentation, après 60 ans, installation progressive, décrépitant, un hypocratisme digital, une atteinte bibasale sous-pleurale avec du rayon de miel et un très mauvais pronostic et un décès survenant, certes de façon progressive, mais très symptomatique. Pour continuer dans les maladies, il nous reste 20 minutes, pour continuer dans les maladies à retentissement pulmonaire, la sarcoïdose, qui est une maladie multisystémique, granulomatose, qui s'intéresse aux personnes entre 20 et 45 ans, un sexe ratio plutôt féminin, mais aux alentours de 1-2, pas majeur, avec une prévalence entre 4,7 et 64 pour 100 000 habitants. La physiopathologie exacte, elle est inconnue. Cependant, on sait qu'il y a plusieurs éléments qui favorisent une sarcoïdose. Une réaction immunitaire incontrôlée, probablement en partie à une dysfonction dérégulatrice, en réponse à un stimulus antigénique qui peut être ou environnemental ou infectieux ou corps étranger, tout ce que vous voulez. Hein, c'est possible, mais là on voit encore une fois l'interaction entre les systèmes immunitaires et l'environnement. Génétique, en partie. Alors, le plus souvent, c'est polygénétique, mais il existe des mutations monogénétiques comme les mutations BTL2 ou annexine 1. Voilà. Le diagnostic n'est pas posé par l'histologie, hein, je vous le rappelle, ça reste un diagnostic d'élimination et cette histologie peut être retrouvée dans différentes autres lésions, mais indispensable diagnostic de certitude, avec le granulome épithélioïde et gigantocellulaire sans nécrose. Alors, si vous ne le retrouvez pas, c'est très difficile d'affirmer de façon certaine le diagnostic de sarcoïdose, même si certaines formes cardiaques isolées, neurologiques isolées, sont très difficiles à définir de façon formelle. Encore une fois, le diagnostic étant un diagnostic d'exclusion, il faut éliminer les causes de granulomatose et notamment la tuberculose. La clinique. Les signes généraux, ils sont assez rares.
même s'ils peuvent arriver, sauf la fièvre dans le syndrome de Löfgren. Qu'est-ce que le syndrome de Löfgren? Löfgren, c'est un Suédois des années 50 qui, à l'époque, on décrivait les différentes formes de sarcoïdose, a vu une forme particulière qui correspond à ce qu'on peut appeler la sarcoïdose aiguë, c'est-à-dire de la fièvre, un érythème noueux, des arthralgies des chevilles, la biarthrite de cheville, c'est quand même très évocateur d'un syndrome de Löfgren, des alénopathies iléaires bilatérales sans atteinte du parenchyme, avec une évolution spontanément favorable, nécessitant parfois uniquement des traitements à base d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Les principales autres manifestations sont des manifestations pulmonaires, alors, qui vont être une toux, à la radio de thorax, une alénopathie iléaire, un infiltrat parenchymateux, aux EFR, un syndrome restrictif et une baisse de la DLCO, et au LBA, une alvéolite lymphocytaire. L'alvéolite lymphocytaire oriente vers des maladies auto-immunes et ou la sarcoïdose, comme on a vu dans la diapositive précédente. Et enfin, l'HTAP, qui est un facteur d'extrême sévérité de l'atteinte pulmonaire, qui peut être retrouvé dans 5 à 23% des cas. Les autres atteintes, elles sont cutanées, avec soit des sarcoïdes cutanés, c'est-à-dire des petites boules rouges, orangées quand on passe dessus. Le lupus pernio, qui est l'atteinte centrofaciale la plus destructrice, toujours ou le plus souvent en rapport avec une atteinte sinusienne. Et le phénomène de Koebner, c'est-à-dire sur les tatouages, la réaction granulomateuse. Ophtalmologique, l'uvéite, en premier lieu, quel que soit le type d'uvéite, ça peut être antérieur, postérieur, pan-uvéite, il peut y avoir de la vascularite rétinienne. Et sinon, nodules conjonctivales qui peuvent servir pour l'histologie, par exemple. L'atteinte rhumatologique, qui peut aller de la polyarthralgie standard à la dactylite et à la destruction articulaire. Et les atteintes osseuses, qui sont soit uniquement métaboliques au TEP scanner, soit plus destructrices. L'atteinte hépatosplénique, plus souvent asymptomatique et constatée uniquement sur hépatosplénomégalie et cytolysée cholestase, et plus cholestase. L'atteinte neurologique qui peut être une atteinte du système nerveux central, soit méningée avec méningite lymphocytaire, soit myélite, soit infiltration du système nerveux central qui peut aller jusqu'à des manifestations pseudotumorales. Il y a aussi, de façon plus exceptionnelle, des atteintes périphériques et des atteintes des nerfs faciaux, notamment la paralysie faciale qui est très fréquente pour la sarcoïdose. Des atteintes cardiaques qui font partie des atteintes graves pouvant conduire au décès dans la sarcoïdose, même si la majorité des patients ayant une sarcoïdose et qui décèdent de forme d'atteinte pulmonaire très sévère, l'atteinte cardiaque est aussi à l'origine d'une morbimortalité significative, avec des troubles du rythme et des morts subites. L'hypercalcémie, que vous devez toujours chercher chez un patient atteint de sarcoïdose, en réponse avec l'activité granulomateuse de la vitamine D, et des atteintes ORL qui sont particulièrement fréquentes. Dans la biologie, il n'y a rien de spécifique, il n'y a pas un test diagnostic, mais on va retrouver différents petits éléments orientants. L'anergie tuberculique, on fait une IDR, pas de réponse. La lymphopénie, l'hypergamma-globulinémie polyclonale et l'élévation de l'ECA. Ce que j'allais vous dire, c'est qu'il y a quelques drapeaux rouges, quelques éléments qui sont très en défaveur de la sarcoïdose. Les enfants, ont un âge supérieur à 50 ans, même si l'âge supérieur à 50 ans est quand même un peu moins drapeau rouge, on va dire, que le diagnostic chez l'enfant. La profonde altération de l'état général, la fièvre, l'hémoptysie, même si cela arrive, il faut chercher des complications, c'est-à-dire une aspergillisation par exemple, ou une autre maladie. Des crépitants, un hypocratisme digital, l'anomalie, il y a très peu d'anomalies auscultatoires, même si les lésions sont très étendues au cours de la sarcoïdose. L'existence de lésions excavées, qui sont exceptionnelles. L'absence d'atteinte médiastinale ou d'alénopathie. La présence d'alénopathie compressive à l'inverse. Et l'atteinte unilatérale et ou du médiastin postérieur, qui doivent faire évoquer d'autres causes, notamment des hémopathies. Enfin, l'hypogamma-globulinémie est un drapeau rouge majeur, et il faut chercher, comme on l'a vu lors des thèmes précédents, un déficit immunitaire. Et enfin, la résistance à la corticothérapie, même si elle existe, est très peu évocatrice de diagnostic. Il y a des facteurs de bon pronostic, le Löfgren, le début avant 40 ans, l'origine caucasienne, un stade 1 radiologique, une UVITU, et des sarcoïdes à petits nodules ou des nodules sur cicatrices. À l'inverse, avoir un lupus pernio, être afro-descendant encore une fois,
avoir un début après 40 ans sont à l'origine d'un moins bon pronostic, avoir un stade 4 radiologique aussi. 20% des patients entrent dans une forme chronique et 5% décèdent, et comme je vous l'ai dit, le plus fréquemment d'insuffisance respiratoire et exceptionnellement de cause cardiaque, mais le plus souvent elles ne sont pas inaugurales et sont diagnostiquées avant d'être symptomatiques. Alors, les traitements sont très discutés, mais il y a quelques indications considérées comme formelles dans le collège. Stade 2 ou stade 3 avec une CV inférieure à 70% ou DLCO inférieure à 40%, et ou une maladie qui est rapidement progressive, et ou laisse grande part à la subjectivité. Les stades 4 avec signe d'activité, et notamment au TEP scanner. Les atteintes bronchiques avec TVO nécessitent un traitement. L'atteinte du système nerveux central, l'atteinte cardiaque, l'uvite bilatérale ou avec atteinte du segment postérieur, les atteintes rénales, l'hypercalcémie majeure, l'atteinte laryngée et les atteintes ORL symptomatiques. Les autres causes sont à discuter en fonction, notamment les atteintes hépatiques isolées, les atteintes cutanées sévères, musculaires, ostéo-articulaires peuvent nécessiter un traitement, mais pas de la même intensité. Et la prédnisone est la première ligne de traitement. Cependant, assez rapidement, d'autres médicaments, notamment des biothérapies, comme les anti-TNF-alpha, peuvent être proposés. Enfin, et comme toujours, vous me direz, la prévention aux expositions, et notamment professionnelles, la vaccination sont majeures dans la prise en charge de la sarcoïdose. Et contrairement à d'autres maladies, où on peut parfois proposer une supplémentation vitamino-calcique en cas de corticothérapie, d'autant plus que les personnes sont âgées, dans la sarcoïdose, pas de vitamine D et pas de calcium en phase active. D'accord ? On peut mettre les patients en hypercalcémie majeure en introduisant ces médicaments à la phase active. Alors, des items qu'on trouve dans la fin du collège qui sont plus simples que les précédents. L'anémie, comment on part sur le diagnostic d'une anémie. Ça, les hématologues vous le font, donc là, je vous le fais très schématique. Il faut d'abord regarder si c'est microcytaire. Si c'est microcytaire, c'est carence martiale, inflammation ou thalassémie. Si c'est normocytaire, il faut voir si c'est régénératif, ça va être de l'hémolyse ou du saignement, avec toutes les causes d'hémolyse possibles. Et si c'est arégénératif, il faut regarder s'il y a une carence en folate, en B12, une hypothyroïdie, un éthylisme, une érythroblastopénie, un infiltrat médulaire tumoral. D'accord ? Donc vous voyez que comment on réfléchit, on a une anémie, on regarde le VGM, si le VGM est bas, on va faire un bilan martial, un bilan d'inflammation, si le VGM est haut, on va regarder les réticulocytes, si les réticulocytes sont bas, carence, on va faire les vitamines, la TSH, si tout est normal, il faut aller au myélome. Et là, vous voyez que dans la réflexion, une réflexion bien construite permet d'éviter des examens inutiles aux patients, même si dans la vraie vie, je vous l'accorde, parfois les choses sont entrecroisées. Thrombopénie de l'adulte. Qu'est-ce qu'une thrombopénie? C'est des plaquettes inférieures à 150 000. Il faut toujours faire attention à la fausse thrombopénie d'agglutination, même si elle est évoquée par le biologiste. La démarche diagnostique va comprendre d'abord l'évaluation des circonstances de découverte. Est-ce qu'elle est sévère, inférieure à 20 000 et qu'elle est à l'origine de symptômes, un purpura, des pétéchies, des chymoses, ou est-ce qu'elle est asymptomatique? Une fois qu'on a posé le diagnostic de thrombopénie, est-ce qu'il y a des formes, des atteintes graves? Hémorragie viscérale, digestive, cérébrale, donc ça c'est important. Et il faut évaluer les signes d'alerte qui sont antérieurs à la survenue de ces atteintes graves. Bulle hémorragique intrabuccale, métrorragie, épistaxis, purpura extensif, céphalée et résistance à la première ligne de traitement. Des scores, et notamment le score de Medicalaf, qui est interniste à Mondor, permettent d'évaluer si oui ou non on est à haut risque de saignement. Quels sont les facteurs aggravants d'une thrombopénie? Un âge supérieur à 65 ans, des lésions viscérales associées, quelqu'un qui a un ulcère et qui est thrombopénique, il va saigner, un anévrisme, toutes ces choses-là. La nécessité ou un antécédent récent d'un geste chirurgical, ça c'est comme toujours, même quand on va anticoaguler des gens récemment opérés, on est toujours un peu ennuyé, c'est pareil pour la baisse des plaquettes. Et s'il existe des pathologies associées, et notamment des anomalies de l'hémostase ou de la coagulation. Différents mécanismes dans la formation des thrombopénies. Il peut y avoir des mécanismes centraux par défaut de production.
Et donc, dans ce cas-là, les défauts de production sont souvent liés à une maladie tumorale, par exemple. Donc, il peut y avoir des organomégalies, il peut y avoir une pancytopénie, des anomalies du frottis, des anomalies de l'hémostase. Et pour traiter la thrombopénie, il faut traiter la cause, que ce soit un infiltrat, que ce soit une hémopathie, que ce soit d'autres choses. Les mécanismes périphériques, c'est soit de la consommation, soit de la séquestration. Donc on va commencer par la consommation. La consommation, c'est le CIVD. Il y a des anomalies de l'hémostase, ou la MAT. En plus des anomalies de l'hémostase, il va y avoir une anémie et des schizocytes. Dans la consommation, il y a les causes médicamenteuses, la TIH exceptionnelle, un immunoallergique pour lequel il faut doser des anticorps anti-FP4, pardon. Et enfin, la séquestration, principalement l'organe qui séquestre les plaquettes, c'est la rate. Donc une séquestration splénique par splénomégalie est une cause très classique de thrombopénie, et on retrouve ça notamment dans les hépatopathies chroniques et chez les alcooliques. Donc l'insuffisance hépatique associée est une piste devant ces thrombopénies, qui sont probablement moins graves et qui saignent probablement moins que les autres. Enfin, les causes mixtes, et ça c'est le PTI. Et dans le PTI, on a globalement une thrombopénie isolée sans rien d'autre. Pas d'organomégalie, pas d'anomalie du frottis, une hémostase normale, pas d'anomalie autre, parfois des anomalies de maladies auto-immunes associées qui permettent d'orienter vers le diagnostic, qui est probablement une cause la plus fréquente de thrombopénie. Qui dit thrombopénie dit purpura, c'est le thème suivant. En fait, quand on voit une lésion de la peau, c'est pas uniquement la baisse des plaquettes qui est à l'origine du purpura, ça vous le savez très bien. Il y a deux types de purpura. Il y a le purpura vasculaire, qui est secondaire à une fragilisation de la paroi vasculaire, qui va être infiltrée, nécrotique, prédominant au membre inférieur, déclive, aggravé par l'orthostatisme, sans autre signe hémorragique. D'accord ? Il n'y a pas les signes des bulles intrabuccales, il n'y a pas toutes ces choses-là qu'on peut avoir quand on a une thrombopénie. Et enfin, le purpura thrombopénique, c'est un trouble de l'hémostase primaire, soit par baisse des plaquettes, soit par autre mécanisme, pétéchial, non infiltré, avec une atteinte des muqueuses et autres localisations hémorragiques. Donc là, vous voyez bien, cliniquement, on peut faire la part des choses sur le point d'appel purpura. Et ce pas les mêmes causes, ça vous le savez très bien. Dans les étiologies, dans le purpura vasculaire, c'est infectieux, purpura fulminans, il faut toujours se traquer le purpura fulminans devant un purpura vasculaire, l'endocardite principalement, les vascularites, comme on l'a déjà vu, et après, de façon un peu plus marginale, fragilité vasculaire, le purpura de Batman chez les sujets âgés ou sous corticoïdes, le scorbut par carence en vitamine C, et l'amylose qui donne des purpuras vasculaires spontanés, principalement. Enfin, on peut aussi avoir, de façon exceptionnelle, quand même la thrombose et l'embolie cutanée dans le cadre de la consommation du CIVD. Enfin, les causes de purpura thrombopénique, en 1, le PTI, en 2, comme on l'a vu tout à l'heure, les causes qu'on a déjà répétées, la consommation, la séquestration, la cause centrale ou la thrombopathie. Thrombopathie, c'est soit héréditaire, soit médicamenteux par l'aspirine. Donc là, on a un purpura thrombopénique, mais on n'a pas de baisse des plaquettes. Dans les items qui nous restent à voir, l'hyperlymphocytose activée supérieure à 4000 par millimètre cube, donc plus de 10% de cellules polymorphes d'aspect atypique, c'est ça le syndrome mononucléosique. Et ça, c'est soit la primo-infection à un virus, le plus souvent le BV, le VIH, le CMV, soit le DRES. L'éosinophilie, dans les items qui sont assez compliqués pour vous dans l'approche, donc je vais essayer d'être le plus simple possible. On parle d'éosinophilie quand on est supérieur à 500 par millimètre cube. Quand on est inférieur à 1,5, enfin à 1500 par millimètre cube, les causes les plus fréquentes, c'est l'atopie, l'insuffisance surrénale, certains types de parasitose, principalement, les connectivites et notamment le GPA. Si on est supérieur à 1,5, enfin à 1500 par millimètre cube, vous allez avoir d'autres types de parasitose, ce n'est pas les mêmes, toxocarose, dystomatose hépatique, trichinellose, bilharziose, des cancers, et notamment les hémopathies, le Hodgkin, la lymphome T, la myélodysplasie, certaines formes de LA et certains cancers solides, la iatrogénie et le DRES,
Et enfin, d'autres formes, d'autres causes d'éosinophilie, et il faut retenir, faut retenir quand on est interniste un syndrome hyperéosinophilique, les maladies d'organes spécifiques et éosinophiles, le GPA, les infections virales et notamment à HTLV. Donc avec ce tableau sur l'éosinophilie, vous voyez que en regardant le chiffre, on peut avoir une orientation sur la cause. Les examens à réaliser. En première intention, il faut faire une numération, un frottis, un ionocréate comme d'habitude, bilan hépatique. Il faut faire, en fonction du contexte, une sérologie parasitaire, enfin des sérologies parasitaires, à vrai dire, en fonction de l'origine du patient, en fonction de là où il a voyagé. Et ça, ça peut être assez divers, mais je suis d'accord avec vous, indispensable à faire. Et la parasite des selles qui est indispensable en première intention. On fait un traitement d'épreuve. Et s'il y a toujours une éosinophilie, on va regarder la sérologie HTLV1, les anticorps antinucléaires, les ANCA, et faire de l'imagerie. Enfin, si malgré tout ça on ne trouve rien, il faut aller un peu plus loin dans la cause de l'hyperéosinophilie, et ça c'est du ressort du spécialiste. L'amylose, pour presque finir. Donc l'amylose, c'est une maladie de dépôt. On va avoir de l'histologie, le rouge Congo qui pose le diagnostic, et dans cette gamme de diagnostics, on va avoir différentes causes. L'amylose AL, qui est associée à des gamma-pathies monoclonales, qui est principalement, pour lequel les atteintes principales sont la cardiomyopathie restrictive. On a l'impression d'infarctus à l'ECG, mais non, avec un ETT très caractéristique, avec un aspect hyper brillant du myocarde et un épaississement du septum interventriculaire supérieur à 12 mm. On va avoir une néphropathie glomérulaire, une neuropathie périphérique axonale, une hépatopathie avec hépatomégalie, et dans les choses un peu caractéristiques, la macroglossie, qui est quand même une atteinte très fréquente et caractéristique de l'amylose. Enfin, dernier point pour lequel vous pouvez avoir des questions, à mon avis, sur ce chapitre, s'il y en a, c'est le déficit en facteur 10. Un facteur 10 se colle dans la substance amyloïde de l'amylose et est consommé, et c'est à l'origine de troubles de la coagulation. Vous pouvez avoir des purpura, alors classiquement on dit périorbitaire, mais vous pouvez avoir des purpura ailleurs. Il n'y a pas d'atteinte du système nerveux central, ni des corps vitrés. L'amylose AA, qui est l'amylose qu'on a vue dans le premier chapitre en rapport avec l'inflammation chronique, c'est l'accumulation d'une protéine qui s'appelle la SAA. Et là, la première atteinte, c'est la néphropathie. La cardiopathie est rare. On peut avoir une entéropathie, une thyroïdopathie. Et le bilan et le traitement, c'est le bilan et le traitement de la maladie causale, en premier lieu, pour baisser l'inflammation. Le reste du traitement est de ressort du spécialiste, bien entendu. Et enfin, dernière branche de l'amylose, c'est la mutation TTR, qui est une cause génétique pour laquelle juste on vous l'évoque, mais qui voilà, est encore une fois aux limites du programme de la médecine interne. L'acrosyndrome, qui les dermatologues encore une fois vous le reverront, et là c'est principalement le réno. Le réno, il y a trois phases: phase blanche syncopale, phase cyanique, érythémateuse. Quels sont les éléments qui vont faire suspecter que c'est un relevant secondaire à une autre cause? C'est que c'est un homme après 40 ans, unilatéral. Alors l'atteinte des pouces, même si c'est très discuté, des anomalies vasculaires associées, des mégacapillaires quand on regarde l'ongle en capillaroscopie, des troubles trophiques, il n'y a pas de lésion, il n'y a pas de lésion des doigts dans le réno banal qui est le plus fréquent, et enfin la sclérodactylie qui oriente certaines formes notamment de sclérodermie. Enfin, bien entendu, si vous avez des signes associés de connectivite ou de maladie systémique, c'est très évocateur d'un réno secondaire. Alors, ça, on va passer. Et puis, ça aussi. Alors, dans le collège, ils ont aussi mis un chapitre sur les troubles somatoformes qui, moi, quand je l'ai vu, je me suis demandé pourquoi il était là. Mais en fait, c'est indispensable. La prise en charge des souffrances non physiques, mais à l'origine d'un retentissement, sont des choses qui sont dans l'exercice courant et quotidien de l'interniste. Et donc, quelques points clés ici pour que vous ayez quand même en tête. Qu'est-ce que c'est un trouble somatoforme? C'est des symptômes qui sont médicalement inexpliqués. Et on a, par ces troubles-là, le trouble de la conversion, la somatisation ou l'hypocondrie, pour lesquels aucune maladie organique est retrouvée. Mais cependant, on sait qu'il y a très peu de maladies organiques
et pratiquement aucun trouble fonctionnel qui sont exclusivement d'ordre psychogène. Ça veut dire que même s'il y a une grande part psychique, il y a souvent quand même des choses qu'on retrouve qui peuvent expliquer une partie des symptômes. On sait qu'on n'est pas très bon et qu'il y a une grande partie des symptômes qu'on n'a pas encore définis, donc on ne connaît pas encore la cause, donc il faut rester plutôt humble là-dessus avant de dire que les patients sont des fous, hein, c'est très très important. Et on sait que certains cadres, notamment la dépression, le trouble anxieux, sont à l'origine de symptômes fonctionnels qui peuvent être la fatigue, la douleur, les vertiges. Et ça, c'est très important dans la prise en charge chronique de ces patients qui sont malheureusement très fréquents et très handicapés dans leur vie quotidienne. Et la prise en charge, elle doit être transversale, elle ne doit pas que être centrée sur le côté psychologique, mais aussi sur la souffrance physique qui en découle, et donc prise en charge de façon intégrale. Je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous souhaite vraiment bon courage pour les quelques semaines qui vous séparent de cet exercice difficile. Globalement, tout le monde est content à la fin, même si vous n'avez pas forcément le classement que vous aurez aimé avoir, ça ne changera pas votre qualité d'être un bon docteur. Et ça, c'est très important. Il faut toujours travailler, toujours apprendre et écouter ce qu'on vous dit, que ce soit nous, bien entendu, mais surtout les patients. Et voilà. Et je pense que vous vous en sortirez plutôt bien, quoi qu'il arrive. Et encore une fois, bon courage. Merci beaucoup. Je regarde dans quelques minutes les 12, les quelques questions qui ont été posées, et après, je passe la main. Merci beaucoup. En fait, je vais t'envoyer les questions si tu veux pour y répondre à l'écrit. Ouais. Ok, parfait. Et puis, comme on est dans les temps, je ne sais pas si j'avais prévu une petite pause peut-être. Donc, si tu veux en prendre quelques-unes à l'oral. Alors, je vais me mettre... je regarde si Samia est connectée. Je vois pas les questions, c'est ça qui est un peu embêtant en fait. Alors attends, je te les envoie par mail si tu veux. Je les ai sauvegardées. Voilà, je te les ai envoyés. Merci. Ok, parfait. Eh bien, bon courage à tous. Alors, est-ce que... je répondrai, il y a quand même pas mal de questions, je vous répondrai à tous par mail pour que vous puissiez tous avoir les réponses.